Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est super content de vous recevoir pour un nouvel épisode de Success Factory. Aujourd'hui, on a avec nous Laurence, présidente de la Jeune Chambre de commerce du Québec, et Mélissa, présidente du conseil d'administration de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Donc, bienvenue les filles, super contente de vous accueillir aujourd'hui. Merci. Merci. Avant qu'on commence, juste pour les gens qui nous écoutent à la maison, qui ne sont pas nécessairement au courant, qu'est-ce que la Jeune Chambre de commerce? Est-ce que vous pouvez juste faire un petit topo, un petit résumé? Oui, je vais me lancer. En fait, les Jeunes Chambres de commerce de Québec sont... la Jeune Chambre de commerce de Québec est une jeune chambre, en fait, qui permet les opportunités, de développer des opportunités professionnelles et personnelles à la jeune communauté d'affaires. Donc, en général, les jeunes chambres, c'est vraiment ça leur mission. Ils vont vraiment essayer d'offrir des opportunités, en fait, pour aider la jeune communauté à développer des compétences, puis même une certaine implication dans la société. Donc, soit de se positionner sur des enjeux, de mettre en valeur des enjeux qui les concernent plus particulièrement, et tout ça en enrichissant leur carrière professionnelle. Et ça se fait à travers justement des opportunités, soit d'être sur des conseils d'administration, d'avoir accès à des postes décisionnels. Sinon, ça va être à travers aussi du maillage avec des gens qui sont dans les mêmes tranches d'âge. Et quand on parle de jeunes communautés d'affaires, en fait, on parle de personnes âgées entre 18 et 40 ans. Ce sont souvent des entités distinctes des chambres, mais il y a aussi des chambres qui ont leur aile jeunesse. Donc, c'est vraiment à ce moment-là des comités qui s'attardent à des projets justement destinés à cette clientèle-là. Merci pour le résumé. Puis, je sais que là, on va aborder beaucoup les enjeux aujourd'hui, puis c'est le but d'en parler aussi un petit peu plus loin dans l'épisode. Mais avant qu'on aille directement dans ce sujet-là, je serais curieuse un peu d'entendre votre parcours personnel et professionnel. Mélissa, je te laisse la parole. Avec grand plaisir. Alors, en fait, j'ai fait mes études pour être CPA, donc pour être comptable, baccalauréat, par parcours assez classique, je te dirais. J'ai commencé à travailler dans un cégep où est-ce que j'étais agente de gestion financière. Au début, c'était un peu le chaos dans le département. Il y avait beaucoup de changements, des nouvelles normes, un paquet d'affaires. Bref, plein de défis, ce qu'on aime, absolument. Fait que j'ai travaillé très fort à justement remonter, résoudre ces problématiques-là. Mais rapidement, je me suis rendu compte qu'en comptabilité, autant que tu peux travailler dans tous les secteurs qui existent, puis tu peux tellement te perfectionner dans plein de domaines, les tâches elles-mêmes sont très récurrentes et assez routinières. Alors, rapidement, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas fait pour moi. Fait que je me suis lancée dans des études à la maîtrise. Je me suis fait avoir un peu dans le parcours où est-ce que je me suis trouvé une passion qui est la recherche. Puis rapidement aussi, je me suis rendu compte que depuis que je suis très jeune, j'accompagne, j'explique, je vulgarise. Fait que je me suis rendu compte qu'enseigner serait sûrement une bonne voie. Fait que le cégep où est-ce que j'étais m'a recyclée comme chargée de cours. Donc, j'enseignais dans une formation pour les adultes, justement, en technique comptabilité. Puis, je me suis trouvé vraiment une passion. J'adore enseigner, j'adore être avec les gens. Je pense que je représente peut-être pas l'image classique d'une comptable non plus. Fait que j'ai enseigné. Puis, rapidement, encore une fois, j'ai adoré le défi. J'ai adoré les gens. On dirait que je me rapprochais de mon objectif. Mais je me suis rendu compte que ce que j'enseignais au niveau technique comptable était peut-être pas encore assez pour moi. Je voulais encore plus de défis. Fait que j'ai continué mon parcours. Alors, j'ai terminé mon doctorat l'année passée. Je suis rendue professeure à l'UQAM. Et là, je vous avoue que là, ça me challenge sur plusieurs facettes. Puis ça me permet de faire de la recherche, d'enseigner, de m'impliquer dans ma communauté. Je me sens vraiment sur mon X avec ce parcours qui est peut-être atypique à cause du côté plus académique. Fait qu'en entreprise, je me retrouvais pas nécessairement, mais le côté académique me permet de encore plonger mes doigts une fois de temps en temps dans de la pratique, d'accompagner des gens, d'être avec justement. Bref, ça me permet de vraiment naviguer dans ces différentes facettes. Puis je suis rémunérée pour ça, fait que c'est encore mieux. Tu sais. Bien, c'est quand même intéressant aussi parce que on dirait que justement les gens qui ont connu les deux côtés, bien, j'imagine que ces connaissances-là doivent pouvoir t'aider beaucoup dans ce que tu fais aujourd'hui. 100%. Ça nourrit mes exemples, l'accompagnement entrepreneurial que je peux faire aussi. Tout ça nourrit énormément mon enseignement. Puis mes étudiants aussi nourrissent beaucoup de leur expérience. Fait que c'est super stimulant, tu sais, de dire que j'aide mes étudiants à devenir des futurs CPA. C'est ultra valorisant ça aussi, là. Fait que clairement, voilà. Excellent, merci. Puis, qu'est-ce qui t'a emmené à justement ton poste actuel dans la Jeune Chambre de commerce de Montréal? Je te dirais, premièrement, à la JCCM, il y a comme un aura autour de la JCCM là, à Montréal, clairement. J'avais le goût de participer à quelque chose qui était peut-être plus grand que moi
même, là, on s'entend. Les valeurs, la mission, ça m'a interpellée dès le début. C'est assez random. Là. J'ai vu un truc sur LinkedIn, je me suis dit, pourquoi pas? Je vais m'essayer. Dans mon projet de maîtrise, je m'étais impliquée dans un conseil d'administration aussi. J'ai adoré l'expérience. Je voulais continuer. Puis j'ai aussi une motivation très personnelle de vouloir donner l'exemple à mes étudiants. Je pense que tous les OSBL du Québec devraient avoir un CPA sur leur conseil d'administration. Il en manque tellement. Puis je me suis dit, en donnant l'exemple à mes étudiants, puis en montrant aussi en tant que femme qu'on peut joindre les conseils d'administration et ainsi de suite, je me suis dit que, pourquoi pas prôner par l'exemple. Fait que voilà. Merci, Laurence. C'est super intéressant. De mon côté, je n'étais pas du tout destinée au monde des affaires. En fait, depuis que je suis jeune, en fait, je m'intéressais vraiment à la psychologie et même, mon but était en fait d'aller en criminologie. Fait que c'était la voie que je voulais suivre pour finalement me faire parler. En fait, c'est fou à quel point, des fois, d'être dans le monde des affaires puis de baigner dans le monde des affaires, on oublie que des fois, ça peut être un milieu à part entière, pas opaque, mais qui est peu connu au final. Les gens qui sont dans leur secteur d'activité ou qui sont dans d'autres domaines, des fois, le monde des affaires, ça paraît très vague. Puis si on n'y touche pas, on comprend pas nécessairement c'est quoi. Puis c'était un petit peu mon cas, jusqu'à ce que je rencontre, justement, là, j'étais au cégep destinée à m'en aller en criminaux. Et finalement, j'ai rencontré une première personne qui était dans le monde des affaires, qui, autour d'un souper, me parlait de bourse, d'entrepreneuriat et tout ça. Puis j'étais là, qu'est-ce que c'est ça? Je comprenais pas. Et finalement, cette rencontre-là m'a probablement aidée après ça, quand finalement j'ai remis en question mes choix d'orientation pour l'université. Je suis allée à une porte ouverte en sciences de la consommation à l'Université Laval. Et à ce moment-là, justement, je suis retournée chercher ce côté-là, oui, de psychologie, cette fois-ci du consommateur, et avec tout l'aspect business là, auquel je commençais à m'imprégner de plus en plus. Et ça a fait en sorte que j'ai pu passer 3 ans à découvrir le monde des affaires. Et finalement, j'ai touché un peu à l'amélioration continue, optimisation de processus, pour finalement avoir envie de me lancer à mon compte, ce que j'ai fait. Temporairement, j'ai été consultante en expérience client après ça. Et après ça, je suis retournée à l'emploi. J'en parlerai peut-être plus ultérieurement, mais c'est ça. Fait que moi, j'ai fait un court passage à l'entrepreneuriat et finalement, je suis de retour à l'emploi depuis. Puis, toujours été aussi une fille d'équipe. Je pense que c'est ça que mon passage à l'entrepreneuriat, d'être travailleur autonome, alors que j'ai toujours joué au soccer, j'ai 3 sœurs, j'ai tout le temps été entourée de monde. Finalement, de partir travailleur autonome, je pense que ça me correspondait pas. Fait que je suis à l'aise de dire aujourd'hui que c'est un échec, mais pas un échec à connotation négative. Ça m'a appris énormément. Fait que je suis capable de le caractériser comme ça aujourd'hui. Et voilà. C'est important de voir ça comme ça parce que chaque essai est un apprentissage au final. Exact. Qu'est-ce qui t'a amené justement à ton rôle actuel chez CQ? Tu sais, tantôt, justement, j'écoutais Marie-Christine, parce que les gens ne la verront pas, directrice générale à la Jeune Chambre de Montréal, qui parlait de la source des jeunes chambres. Et en fait, c'est un peu ça, c'est qu'en sortant de l'université, on n'a plus de moyens de connecter avec les gens. C'est très difficile de mailler et de développer notre réseau. Alors, vu que j'avais l'ambition de me débarrer à mon compte, j'avais envie d'avoir des gens autour de moi qui étaient ça. J'avais personne autour de moi qui était en affaires. Donc, j'ai décidé d'aller à la rencontre, de voir un concours de pitch et tout ça. Puis, des gens là-bas, justement, m'ont dit, viens à la Jeune Chambre, on va te montrer c'est quoi. Fait que je suis rentrée là. Après un événement, après ça, j'ai dit, je veux m'impliquer. Je suis rentrée comme bénévole sur 2 comités. Ça, c'était il y a 6 ans. Et là, depuis, sur le conseil d'administration depuis maintenant 4 ans. Fait que la Jeune Chambre, en fait, ce que je dis souvent, c'est que la Jeune Chambre m'a vue pas à mon compte, pas en affaires, qui démarre ma carrière professionnelle en sortant de l'université. Elle m'a vue aussi à mon compte, en affaires, en train d'essayer de me découvrir en tant qu'entrepreneur. Et elle m'a vue finalement, après ça, retourner à l'emploi, plus engagée que jamais aussi envers la jeune communauté d'affaires. Fait que j'ai reçu tellement de la Jeune Chambre que finalement, ce qui me mène à mon poste de présidente aujourd'hui, c'est vraiment que je l'ai redonné autant que j'ai reçu. Et j'espère que nos membres reçoivent autant puis que la Jeune Chambre peut contribuer autant qu'elle a contribué à mon parcours. Comme on parle de Jeune Chambre de commerce, justement, là, on parle souvent quand on est jeune, le syndrome de l'imposteur, c'est quand même quelque chose qui est relativement très présent. Oui. Avez-vous ressenti ça, vous, de votre côté, dans votre poste? Ou ressentez-vous des fois auprès, justement, de plusieurs jeunes qui s'impliquent?
Oui, vraiment. Je pense que quelque part aussi, c'est peut-être normal d'avoir ce sentiment-là. C'est peut-être juste d'apprendre à cohabiter avec. Mais juste, je me rappelle, ne serait-ce que mon entrevue pour joindre le conseil d'administration de la Jeune Chambre, je me rappelle d'être sortie de mon entrevue puis me dire, c'est sûr qu'il me rappelle pas. Ça ira pas, là, ça le fera pas. Puis finalement, tu sais, le conseil d'administration a clairement vu quelque chose sûrement dans ma candidature, ainsi de suite. Et depuis que je suis à la Jeune Chambre en 6 ans, c'est comme l'évolution, la personne que je suis devenue, la HCCM a un énorme rôle là-dedans. Mais au début, oui, c'est vrai que quand tu commences une nouvelle expérience, je pense souvent aussi au début de mon doctorat. Tu sais, le côté académique est très élitiste, c'est sans pitié. Tu as des commentaires des fois qui sont peu mâchés. Bref, ça joue beaucoup sur plusieurs facettes. Puis d'apprendre à juste se rappeler, non, si je suis ici, c'est parce qu'il y a une raison. Si on me choisit, c'est parce qu'il y a une raison. De se rappeler ses réalisations personnelles aussi. Là, tu sais, à ce moment précis-là, des fois, on se sent pas bien, mais oui, je pense que c'est normal d'avoir ce sentiment-là. Puis je suis certaine que tu as vécu aussi des choses par rapport à ça que tu vas pouvoir... Oui, bien, ça m'est arrivé aussi. En fait, je vais quand même avouer que j'ai une certaine naïveté qui fait en sorte que des fois, j'ai l'impression... Il y a peut-être des moments où j'aurais dû me sentir imposteur, où je ne l'ai pas fait juste parce que, naïvement, j'arrivais puis j'étais contente d'être là avec mes idées et tout ça. Quand je suis arrivée à la Jeune Chambre de Québec, j'ai dit « Avez-vous des sondages de satisfaction? » Il était comme « Non. » Mais j'ai dit « Bien, je vais vous en faire. » Fait que je me promenais dans les événements avec mon petit pad puis je faisais remplir au monde des sondages de satisfaction. Fait que, tu sais, on dirait, j'ai tout le temps essayé d'avoir de l'audace, mais à plusieurs moments quand même, plus que je m'impliquais quand j'ai été à mon compte, quand je suis rentrée sur le conseil d'administration, quand j'ai fait les élections pour être VP, puis cette année pour être présidente, cette petite voix-là qui me dit « Oui, mais si. Oui, mais si, t'étais pas capable. Oui, mais si, c'était trop pour toi. Oui, mais si, les gens te croyaient pas. » Puis ça, là, cette petite voix-là, elle est encore là. Elle est encore là. Puis je m'aperçois que je suis pas la seule à l'entendre. On est plusieurs à souvent se décourager. Puis même si on va agir pareil, ça va demander des fois 2 fois, 3 fois plus d'efforts juste à cause de cette petite voix-là. Fait que je trouve ça le fun quand les gens sont capables aussi de parler du sentiment d'imposteur parce qu'on le ressent tous, même si des fois on ne le laisse pas paraître. Puis il y a des fois, tu sais, juste dans la dernière année, être présidente d'une OBNL, c'est la première fois que ça m'arrive de ma vie. Et j'ai été dans des situations où, effectivement, je rentrais dans des salles et les gens me regardaient quasiment comme si c'était moi qui venais servir l'eau, là, tu sais. Fait que ça, de passer par-dessus puis de finalement me diriger carrément vers les personnes puis d'aller leur serrer la main en me présentant, ça a pris une tonne de courage que je savais pas que j'avais non plus. Fait que quand tu dis de se rappeler de ses réalisations, bien, ça peut être, oui, des réalisations professionnelles, comme ça peut être juste des petits wins de dire « mais cette fois-là, je suis allée ». Fait que ouais, des sentiments d'imposteur très présents, effectivement. J'aimerais ça vous challenger avec une question. On est pas mal tous des femmes dans la salle, ou presque. Mais est-ce que vous pensez que le syndrome de l'imposteur, justement, est plus typiquement féminin? Oui. 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 Quelle raison? 100%. Je pense que je peux juste me replier un peu sur mon expérience à moi. Comme tu dis, d'arriver dans une salle, on a des comités à la HCCM, puis le nombre de fois que des fois je faisais juste tenir la porte parce qu'il y a des gens arrivaient, puis tout le monde pense que je suis souvent une étudiante, ne serait-ce que dans mes classes. Ouais. Souvent, on me dit « Ah, tu prends le cours avec nous? » Je suis comme « Non, je suis votre professeur. » Fait que je pense que, tu dis d'avoir de l'audace, oui, mais je pense que c'est typiquement aux femmes parce que peut-être dans notre éducation, on n'a pas tendance à facilement se faire confiance, premièrement. Je pense que c'est un des premiers éléments qui me vient en tête. Je pense aussi que rapidement, je sais pas qu'on va se dénigrer, mais on se remet tellement facilement en doute. Tu sais, tout ce qu'on fait, j'ai dû dire ça, blablabla. Tu sais, comme, je pense que c'est naturel. Ouais. On veut plaire, mais oui, plaire, oui. Je ne sais pas si c'est le parfait mot, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je pense qu'il y a quelque chose de naturel dans nos personnes, tu sais, de s'auto-questionner. Je pense que c'est naturel peut-être un peu plus pour les femmes. Je vois mes collègues, puis dernièrement, des fois, je m'amuse à me dire, si j'étais un homme, comment j'aurais abordé cette question. Puis je vais essayer de le faire de cette façon-là. C'est très inconfortable, mais des fois, ça amène à penser différemment, voir différemment, juste à terre, cette petite voix intérieure, là, des fois, ça fait du bien. Ouais. Une petite pause, une fois de temps en temps, ça fait du bien. Exact. Ouais, non, je suis d'accord avec ça. Puis justement, je pense que c'est vraiment comme inné un peu en nous de vouloir comme aller, je sais pas, se challenger aussi, je pense. Ouais, c'est une question de challenge personnel avec ça aussi. Mais est-ce que vous sentez que comme ça va être
constamment un travail à faire ou éventuellement, justement, les plus jeunes générations, par rapport à comment la société commence à évoluer actuellement, vont avoir autant de questions peut-être à se poser ou ça va aller en s'améliorant parce que la société va changer par rapport au rôle des femmes dans le milieu de travail? Je suis une optimiste dans l'âme et je crois que ça va s'améliorer avec les générations, avec les mouvements qui sont en cours. Je dis pas que tout est beau, que tout est rose. Je pense qu'on a encore énormément de travail à faire. Je pense que c'est pas pareil non plus partout, c'est pas pareil dans tous les domaines. Je pense que, par contre, c'est de plus en plus discuté et déjà ça, je pense qu'on peut se dire bravo. Tu sais, juste le fait qu'on ait ce podcast-ci, qu'on ait la belle cohorte d'entrepreneurs devant nous, juste ça, ça démontre qu'il y a un souci, qu'on souhaite justement sortir des sentiers battus, changer les façons de faire, changer les façons de réfléchir. Puis c'est le fun, puis pas le fun, parce que ça ne cache pas non plus qu'il y aura probablement d'autres enjeux qui vont arriver. Mais en tout cas, moi, j'ai envie d'être positif et de dire qu'effectivement, j'ai confiance que ça peut évoluer d'une belle façon. On a la même paire de lunettes. Je suis aussi très optimiste. Puis je le vois dans mes classes de plus en plus. J'enseigne en comptabilité, mais de plus en plus, mes classes sont majoritairement féminines. Mm-hmm. Alors je me dis, dans les entreprises, tranquillement, pas vite, je pense qu'il va y avoir un changement. Puis comme tu dis, je suis extrêmement optimiste. Puis j'espère qu'on va aller vers ça. Puis je pense que hors le domaine des affaires, on voit des exemples à Montréal très concrets qui arrivent, qui, je pense, vont donner cette confiance-là aux femmes de prendre leur place, et ainsi de suite. Petite parenthèse, juste la Ligue de hockey féminine. Oui. Je pense qu'en ce moment, c'est comme un gros coup de cœur à Montréal. Puis je pense que juste ça, le sport, je pense que ça peut influencer d'autres facettes aussi de notre société. Fait que je suis très optimiste. Mm-hmm. C'est vrai. Puis juste aussi dans les conseils d'administration, je voyais des statistiques qui sortaient que oui, il y a de plus en plus de femmes, mais dans les organisations privées, sur les conseils d'administration, il manque encore de femmes. Ouais. Fait que tu sais, c'est ça. Je pense que ça se voit à petite échelle, puis ça se voit tranquillement. Puis oui, il y a de l'influence de plus en plus de d'autres secteurs qui contaminent les uns les autres. Absolument. La pandémie, quand même un petit peu derrière nous, mais ça a quand même beaucoup touché d'entreprises, beaucoup touché d'organisations au niveau santé mentale également. Vous, de votre côté, à la JCCM, la JCCQ, qu'est-ce que vous avez ressenti auprès des entreprises? Puis qu'est-ce que vous ressentez encore actuellement là, au sein des organisations qui ont été gravement touchées par la pandémie? C'est un sujet sur lequel la Jeune Chambre de commerce de Québec s'est beaucoup penchée dernièrement. Durant la pandémie, on a essayé de continuer. On est principalement des événements de réseautage. Fait qu'on a essayé de continuer, on a essayé de faire en sorte que les gens se parlent, briser l'isolement. On a réussi avec des événements en ligne. Dès qu'on pouvait avoir un petit peu de lousse, on faisait des événements en personne. On essayait de se restreindre comme on pouvait. Mais je dois quand même dire que j'admire énormément l'audace et le courage de l'équipe qui, dès qu'on a été capable d'avoir un peu de lousse, s'est remis à faire des événements présentiels. On a été dans les premiers à Québec à recommencer. Puis ça, je pense que ça nous a donné un boost, puis ça a montré à notre communauté qu'on était là pour eux. Et on s'aperçoit que notre communauté d'affaires a un besoin de briser l'isolement, sortir de la solitude. C'est un des plus grands facteurs, justement, de dégradation de santé mentale. Fait que je pense que notre rôle est beaucoup là. Et ce besoin-là de mailler, il est encore présent. Nos événements sont souvent sold out. On est vraiment, on voit beaucoup de nouveaux visages. On a topé un record de membership. Fait que je pense qu'il y a il y a vraiment cette volonté-là de se rencontrer auprès de ceux qu'on représente. Puis, tu sais, côté santé mentale, on a fait une étude avec Québec International et ça disait qu'un gestionnaire sur 3 a vu une augmentation de demandes de congés pour cause de santé mentale dans son équipe. Juste ça, c'est quand même alarmant. Fait qu'on est quand même là-dedans. On essaye de déstigmatiser aussi. Tu sais, santé mentale, c'est pas juste des troubles mentaux, c'est aussi un état d'esprit sain pour être capable de compléter ses activités personnelles et professionnelles. Fait que là-dessus, on est très sensible. Je pense que c'est un enjeu sur lequel il faut être attentif. Je répéterai pas parce qu'on a des choses très similaires aussi à la JCCM, mais tu sais, dans un de nos piliers, il y a la santé mentale. Puis pendant la pandémie, je me rappelle qu'il y avait un genre de dîner-causerie où est-ce qu'on parlait de santé mentale. On tentait de sensibiliser, en fait, le sujet de la santé mentale. Puis ça pouvait passer tellement par une gamme de sujets, tu sais, l'épuisement professionnel, ou sinon, des fois, c'était juste comment, comme jeune professionnel, apprendre à dire, bien, ce matin, bien, je ferme mon téléphone, je ferme mes trucs, puis je me concentre sur... Il y a un paquet d'outils qui sont sur le site de la JCCM. Il y a des activités. C'est vraiment un pilier. Fait
je pense qu'en santé mentale, on n'en sait jamais assez. Exact. Et plus on est sensibilisé, plus on peut aider, on peut s'aider, mais on peut aussi aider les gens autour de nous. Puis les jeunes chambres ont un rôle crucial là-dedans, puis je pense qu'ils le prennent vraiment à cœur. Comme je vous dis, je ne répéterai pas ce que la HCCM fait, là, ça va être redondant, mais clairement, il y a un paquet de belles activités autour de la santé mentale. Vraiment. Je pense aussi que tu sais, la semaine passée, tu dis on en apprend toujours, ou en tout cas, on n'en sait jamais assez. La semaine passée, à la Jeune Chambre de Québec, on avait notre parcours tonique, qui est une première édition justement sur la thématique de santé mentale, environnementale et économique. Et j'ai appris, il y avait une conférence sur le stress, et j'ai appris, même si je suis une personne stressée et anxieuse, j'ai encore appris sur comment ça vient d'où, c'est quoi les causes de stress, comment est-ce qu'on peut aider comment est-ce qu'on peut s'aider à le gérer et tout ça. Fait qu'effectivement, je pense qu'on doit en fait apprendre là-dessus, que ce soit pour nous ou pour les autres. On connaît tous une personne justement qui a probablement une situation qui est plus stressante et tout ça, de comment l'aider cette personne-là. Puis je pense que les entrepreneurs sont très sujets à ça aussi, puis et professionnels même, parce qu'on a sondé nos membres, puis ça disait que le stress lié au travail est une des plus grandes difficultés en début de carrière. Fait qu'il y a tout ça, tu sais, des gens qui... Commencer sa carrière professionnelle en sortant d'une pandémie, c'est tough. C'est tough. Vous avez plusieurs études, justement, qui ont sorti sur des défis organisationnels qui sont actuellement en jeu. Puis on parle un petit peu de ces études-là, ça pourrait être intéressant. Il y en a-tu qui touchent justement au stress, on en a une qui est sortie très récemment à la HCCM. Alors, en fait, c'était une étude justement sur tout ce qui était équité, diversité, inclusion. Ça aussi, encore un pilier super fort de la HCCM. Puis, tu sais, il y a plein de statistiques. Là, je pourrais vous en parler pendant des heures, évidemment. Mais moi-même, faisant partie d'une de ces communautés de LGBTQ2S+, l'acronyme à chaque fois évolue. Fait que j'espère avoir tout inclus là-dedans. Mais, tu sais, dans les statistiques qui sont ressorties de l'étude, c'est exemple 39% des professionnels pensent que de partager son identité, en fait, son orientation sexuelle peut avoir un effet néfaste sur la carrière. Puis, tu sais, faisant partie de cette communauté-là, clairement, je le sais, je le sens. Puis c'est vrai que c'est pas la première chose que tu mets de l'avant quand tu fais partie de ça, mais d'avoir ces études-là, je pense que justement, ça ouvre les horizons. Dans l'étude, il y a plein de recommandations, d'actions concrètes à mettre en place. Tous ces éléments-là tellement pratiques qui, je pense, vont juste ouvrir le discours, sont essentiels. Mais celle-là particulièrement me touche vraiment, autant personnel que comme professionnel. Fait que, ouais, je vous suggère d'en faire une belle lecture, évidemment. Je vais aller lire ça, assurément. À quel endroit qu'on peut les trouver, ces études-là? Puis c'est sur quoi les principaux sujets des études? C'est vraiment équité, diversité, inclusion. Là, fait que c'est vraiment l'EDI. Il y a plusieurs facettes là, dans l'étude. On parle aussi de recrutement et ainsi de suite. Fait que comme je te dis, je pourrais en parler pendant des heures. Je parle sur notre site Internet, clairement, il y a un document qui est sorti, ça a sorti dans les journaux, il y a comme plusieurs accès, mais je pense que le site de la HCCM serait la meilleure source pour avoir accès aux documents. Vous sortez des études au combien de temps approximativement? Ça ressemble à quoi les fréquences? C'est très variable historiquement, je t'avoue, là, ça va dépendre de plusieurs facteurs, mais dans les dernières années, je te dirais peut-être aux 2 ans. En ce moment, on est en train de faire une étude justement sur tout ce qui est éco-responsabilité environnementale et autres, fait que j'ose espérer à tous les ans, éventuellement, mais oui. Justement, c'était mon... Ah, ben vas-y, vas-y. Bien, ça bouge beaucoup, justement. Je pense fait que oui, il y a comme une nécessité quand même de prendre le pouls de la communauté de façon régulière. Puis, on a fait, nous, on est un petit peu plus petit que la Jeune Chambre de Montréal, fait qu'on est encore en train de, justement, essayer de déployer cette stratégie-là de quand, comment sonder nos membres et tout. Mais on est très contents. On l'a fait, nous aussi, récemment pour les besoins de notre planification stratégique, 3 ans. Et... c'est ressorti quand même que nos membres sont encore, puis c'est drôle parce qu'on se disait, crime, c'est pas une nouveauté, mais sont encore très impactés par le manque de main-d'œuvre. C'est une réalité. Puis là, on se questionnait un peu. Fait que c'est sûr que là, ça donne libre cours à l'interprétation, mais de mon ressenti, c'est que finalement, étant donné qu'on est à la Jeune Chambre de commerce, on a des entreprises en démarrage, on a aussi des professionnels qui voient tout ça bouger, tu sais, justement, beaucoup probablement de leurs collègues qui partent et tout ça. Tout d'un coup, ils se ramassent avec une charge de travail supplémentaire et tout ça. Puis même les entrepreneurs qui essayent d'aller recruter. Puis finalement, on a tellement des ressources qualifiées, quasiment surqualifiées, qu'à ce moment-là,
c'est difficile pour ces plus jeunes entreprises-là d'aller combler des postes avec ces gens-là. Fait que eux, un de leurs gros enjeux, c'est encore le manque de main-d'œuvre. Fait que ce sera à voir comment, tu sais, on souhaite beaucoup servir un peu de levier pour les enjeux de notre communauté. Fait que ce sera à réfléchir justement comment est-ce qu'on peut les aider là-dedans. Puis c'est sûr qu'il y avait aussi la transformation numérique qui est ressortie. Je crois que c'est un peu un mystère. Puis des fois, c'est drôle, c'est un peu comme le développement durable. Tu sais, quand on est occupé à juste maintenir sa nouvelle entreprise en dehors de l'eau, bien après ça, tout ce qui est nouveauté, innovation, développement durable, pratique durable, ça peut sembler un peu lointain puis comme presque infaisable. Mais je pense que justement, on a peut-être notre rôle à jouer là-dedans aussi, de les aider. Fait que ça nous a permis une belle prise de conscience pour ça. Puis on fait d'autres études, sinon, là, on a des excellents partenaires. Fait que Québec International, justement, avec qui ça fait 2 ans qu'on est dans leur sondage. Puis sinon, on en a fait un aussi avec... en fait, c'est ça, notre sondage avec lequel on a sondé nos membres, c'est avec notre partenaire TACT. Fait qu'on est content. Au moins, on est capable de se fier beaucoup sur notre écosystème pour nous aider, justement, là-dedans. Justement, tu parlais de développement durable. Comment vous intégrez justement les bonnes pratiques de développement durable, tout ce qui est ESG aussi au sein des 2 organisations? Au sein de vos membres aussi, là? Oui, bien là, on dirait qu'à chaque question, je vais être comme, c'est un pilier de la jeune chambre de commerce de Montréal. Mais ça l'est pour vrai. On ne va pas comme si les questions Non, étaient... c'est ça, mais on a vraiment 5 piliers. Puis il y a aussi tout ce qui est développement durable qui en fait partie. Je trouve ça toujours très complexe d'aborder une question de développement durable parce que à chaque fois qu'on met une nouvelle pratique en place, on fait une amélioration. J'ai l'impression que c'est jamais assez. La critique vient très facilement. C'est pour ça que je te dis que je trouve ça compliqué, ne serait-ce qu'aujourd'hui dans ce podcast-là, de dire oui, on fait ci, on fait ça. On peut toujours faire mieux, mais des fois, on part de loin. Fait que je trouve ça vraiment complexe d'amener le sujet. Mais évidemment, c'est au cœur et c'est une de nos valeurs vraiment profondes. Fait que, en ce moment, on est dans une démarche. On est accompagné, en fait, par une entreprise qui s'appelle Coesio. C'est un accompagnement de 6 mois. Ça va impacter principalement notre stratégie, notre planification stratégique dans les prochaines années. C'est grâce à cet accompagnement-là qu'on va le faire. C'est de voir comment la jeune chambre peut s'adapter, qu'est-ce qu'il faut intégrer en termes de performance, d'indicateurs, mais aussi d'actions concrètes au quotidien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Fait qu'il y a ça qui est autour de nous, évidemment. Il y a un paquet d'actions qu'on fait aussi quotidiennement pour les entrepreneurs dans l'accompagnement. Il y a un programme qui est incroyable à la JCCM qui s'appelle Génération d'impact. C'est de prendre des gens des jeunes professionnels dans des organisations, puis qui développent justement un projet développement durable, éco-responsabilité, puis d'aller changer la perspective de ces entreprises-là. Fait qu'on travaille, je trouve, à la JCCM autant du côté entrepreneur qu'intrapreneur, mais comme je t'ai dit, on dirait qu'à chaque fois, c'est jamais assez. Tu veux toujours en faire plus. Fait que c'est pas toujours facile de naviguer dans le sujet, mais il y a énormément de bonnes intentions et de bonnes actions qui sont appliquées et faites, clairement. Oui, moi non plus, j'ai pas envie de trop répéter ce que Mélissa a dit. On a aussi l'impression de ne pas en faire assez à la Jeune Chambre de commerce de Québec. Et je pense qu'on a l'équipe en place pour en mettre... pour en faire plus. On a un souci en ce moment, je pense que ce qui a pris beaucoup notre attention, plus à l'interne, c'était l'impact environnemental de nos événements. Fait que je sais qu'on a un comité développement durable qui est en train de réfléchir aussi à des actions qu'on peut faire pour diminuer l'empreinte écologique de nos événements. Puis après ça, je pense qu'il va y avoir quand même un souci là, pour tout ce qui est, justement, inclusion et tout ça. Puis j'ai l'impression que ça doit aussi... on doit se concentrer sur peut-être des enjeux de gouvernance à venir aussi. Tu sais, c'est le fun. Je pense qu'on a des bonnes pratiques, mais qu'est-ce qui s'en vient? Des fois, il faut comme lever les yeux un peu puis regarder plus loin. Fait que je pense que ça peut être aussi des belles opportunités qui s'en viennent pour les jeunes chambres en général. Puis même de s'entraider entre nous, justement, tu sais, de dire la Jeune Chambre de Montréal a mis ça en place, elle a ce partenariat. Nous autres, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut... Fait que je pense que, tu sais, les jeunes chambres peuvent aussi s'entraider puis essayer d'inciter leur communauté aussi à être sensibilisée à ça. C'est clair que c'est super important. Est-ce que vous collaborez ensemble très étroitement ou comme c'est très... comment ça se passe, cette dynamique-là? On se parle de plus en plus. De plus en plus, en développement. Oui. Je pense qu'on aura, avec Marie-Christine, je pense qu'on va avoir parti quelque chose entre la JCCM et la JCCQ, puis je pense que ce n'est qu'un début, sincèrement. Oui. Aujourd'hui est un très bel exemple. Ben oui. Puis on a un partenariat justement avec les memberships. Oui. Fait que, tu sais, ça déjà, ça permet, parce qu'on se rend compte que, tu sais,
pour moi et ma collègue Justine aujourd'hui de venir à Montréal. C'était toute une épopée, c'était toute une aventure, mais on a des membres qui le font très fréquemment pour le besoin de leur entreprise, pour le besoin de leur travail. Fait que crime, on n'est pas si loin que ça finalement. Fait que je pense qu'on peut essayer justement de plus se parler. Puis d'autres jeunes chambres aussi, là, tu sais, on commence à plus se rencontrer dans des événements. Puis je pense qu'on finit tous par rencontrer un peu aussi les mêmes challenges. Fait que je pense qu'on a vraiment avantage à se parler plus. Tu parlais de diversité, inclusion. Dans le fond, on en avait parlé un petit peu là, de prime abord avant la rencontre d'aujourd'hui. Il y avait plusieurs défis reliés à ça. Ça serait quoi les principaux que vous nommeriez aujourd'hui, les défis reliés à ça? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Est-ce que tu veux savoir par rapport à nos JCC ou à nous personnellement dans notre... Les deux, oui, les deux. En termes d'inclusion, diversité, je pense qu'à la JCCM, encore une fois, on a un aura. Je pense qu'on est choyés. On a eu par le passé des présidents de porte-parole, des bénévoles, des gens qui se sont impliqués, qui viennent de plusieurs communautés. Je les nommerai pas parce qu'il y en a tellement, mais on voit une diversité qui est de plus en plus grandissante à la Jeune Chambre. Dans les défis, encore une fois, c'est par exemple, sur un conseil d'administration, tu veux toujours représenter la communauté dans laquelle tu te trouves, mais comment, des fois, les réseaux pour communiquer avec ces gens-là sont différents. Fait comment tu les rejoins, comment tu les amènes sur ton conseil d'administration, comment tu crées cette relation de confiance-là, ça fait partie des défis. Je te dirais, ceux-là sont plus proches. Je pense aussi dans une carrière en tant que femme, tu es présidente d'un conseil d'administration, je pense que quand tu viens pour faire des changements, j'ai l'impression de ramer très fort dans certains dossiers, certains sujets très spécifiques. J'ai l'impression que je travaille fort, puis que si j'avais été dans un autre contexte, j'aurais peut-être pas travaillé aussi fort que ça. Fait que, ouais, je te dirais, je navigue entre le perso et la Jeune Chambre, mais ouais, c'est les deux éléments qui me viendraient rapidement en tête, là. Je me doutais bien que ça allait se rejoindre. Ouais, non, c'est clair. À la Jeune Chambre de commerce de Québec, on a, en fait, je pense que c'est un peu comme tu disais, tu sais, comment rejoindre ces différentes communautés-là. Je pense qu'on en est là, à savoir comment communiquer avec eux. On est content aussi parce que, tu sais, on a la parité homme-femme dans notre membership. On a aussi, même je pense qu'on a un petit peu plus de femmes sur notre conseil d'administration que d'hommes. Fait que, tu sais, de ce côté-là, ça va. Mais pour aller rejoindre d'autres communautés encore, je pense qu'il faut ouvrir le dialogue. Puis je pense qu'il faut avoir un certain leadership là-dedans. Ça, c'est peut-être un de nos défis. Puis c'est drôle parce que les jeunes chambres, tout va tellement vite. Tu sais, à Québec, on a 3 employés temps plein avec une employée temps partiel. Ça va probablement s'arranger aussi bientôt. On compte engager encore, mais c'est de faire beaucoup avec peu. Fait que de garder en tête ces enjeux-là, je pense que c'est aussi ça doit aussi faire partie des priorités d'un conseil d'administration qui doit justement garder ça en tête puis essayer de guider. Et sinon, on a, c'est ça, je pense qu'on a une assez grande ouverture. On est considéré comme très dynamique puis très ouvert à Québec. Fait que je pense que ça va juste après ça de faire peut-être des initiatives ciblées. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de tests à faire et d'erreurs à commettre, malheureusement. Ouais. Par le passé, on a fait des tests. Est-ce que ça a toujours fonctionné jusqu'à maintenant? Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont fonctionné, mais il y en a d'autres qui vont peut-être moins bien fonctionner, puis on va en apprendre de ça, certainement. Là. Fait que, je pense ouverture d'esprit, comme tu dis, là, c'est vraiment la clé ici. Oui. J'avais une dernière petite question. Puis je vais la lire parce que... C'est déjà la fin? Ouais. Écoute, on avait tellement de fun. J'aurais continué encore longtemps. Je vais la lire parce que elle a comme plusieurs volets à la question, puis c'est un peu aussi... Vous aviez comme un peu déjà répondu, mais c'est plus dans le sens que si quelqu'un... Aussi, vous avez tellement de bénévoles qui s'impliquent, qu'est-ce qui les motive un petit peu? Fait que je vais la lire, vous allez comprendre où je m'en vais. Pourquoi pensez-vous que l'engagement social et communautaire est crucial pour le développement personnel et professionnel? Chez Sonore. Et moi, ça, c'est quelque chose qui vient vraiment me chercher. Puis c'est drôle parce que quand j'ai lu la question, je suis retournée chercher un article du Harvard Business Reviews, c'est ça, qui parlait de pourquoi est-ce que c'est sain d'avoir 2 carrières. Puis clairement, c'est venu me chercher parce que je suis retournée à l'emploi et j'ai quand même décidé de continuer à m'impliquer à la Jeune Chambre de commerce de Québec. Et il y a plusieurs personnes qui me demandaient pourquoi. Et puis c'est exactement ce que je disais dans l'article, s'engager socialement,
c'est de venir, mettons qu'on pense plus, mettons, à son bénéfice personnel, c'est de venir tellement bien compléter des compétences qu'on ne serait pas capable d'aller chercher dans notre domaine qu'on a peut-être dans une première carrière. Fait que ça, il y a déjà ça, développement de compétences, d'aptitudes, avoir une certaine ouverture d'esprit. Puis aussi, bien, c'est une autre façon de développer son réseau de contacts parce que, justement, c'est quand on commence notre carrière et tout ça, bien, bon, OK, il y a nos collègues de travail, puis un connaît un tel et tout ça, mais de s'impliquer socialement, c'est bon pour le réseau de contacts. Ça, c'est vraiment personnellement. Après ça, pour la société, ça fait tellement des gens, justement, plus engagés, plus conscients. Puis c'est souvent ces personnes-là qui, tu sais, puis on ne se le cachera pas, on représente la jeune communauté d'affaires. Fait qu'on veut que ces personnes-là commencent tôt à se soucier de quelle va être la société de demain. Qu'est-ce que je peux faire dès aujourd'hui? Comment je peux me renseigner? Fait que, tu sais, de s'impliquer socialement, c'est de s'ouvrir l'esprit, d'aller apprendre de l'autre, puis de mieux se connaître comme personne pour être un meilleur citoyen, un meilleur entrepreneur, meilleur professionnel, puis de voir finalement trouver mieux notre place dans une société où est-ce que des fois on a de la misère à la trouver. Ça serait ça. Je vais compléter parce que c'est une excellente réponse. Écoute, je pense que cette implication-là, un des grands bénéfices, puis on le sous-estime, puis on le comprend pas toujours peut-être en début de carrière ou quand on se lance dans une communauté, mais c'est le réseau. Moi, je me rappelle quand je suis arrivée à la JCCM, on me disait tout le temps « Ah, tu vas voir, tu vas rencontrer plein de gens. » Puis je me disais « Yeah, right, beau marketing. Oui, j'ai rencontré plein de gens. » J'ai rencontré sincèrement, après 5 ans... Je pensais que tu allais dire 500 personnes. 500? Non, je vais pas chiffrer ça. Mais j'ai rencontré des humains, des individus que jamais dans ma carrière, dans mon sport, dans tout ce que je peux faire, j'aurais rencontré. Et ces gens-là m'apportent tellement une perspective, une ouverture, des connaissances, ils me challenge. Ça m'amène tellement à devenir une personne encore meilleure, encore plus sensible à un paquet de sujets. Ça m'amène une évolution incroyable. Puis je pense qu'il y a un paquet d'opportunités qui ton cerveau ne peut même pas anticiper. C'est ça. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver que, comme je te dis, tu ne peux même pas penser que ça pourrait t'arriver. En parlant à telle personne va te mettre en contact avec un autre. Bang, tu pars à une entreprise. C'est fou. Il y a tellement d'occasions. Puis je pense que le côté social, tu sais, dans les études, ils disent c'est comme le bonheur passe souvent par l'aspect social. Puis je pense que justement, une JCCM t'offre un réseau qui peut te permettre de justement te reconnaître dans certaines communautés qui peuvent être soit sous-représentées ou que tu ne trouves pas dans tes liens personnels. Fait que vraiment, là, je fais juste compléter ta réponse parce que évidemment, je la partage, mais j'ajouterais ces deux éléments-là vraiment... c'est vraiment les deux éléments qui viennent vraiment me chercher là, avec les jeunes chambres, puis l'implication, tu sais. Je pense que de redonner, c'est valorisant, mais je pense qu'on devrait tous redonner d'une façon ou d'une autre. Là. Pour un employeur, pour un entrepreneur, moi, j'encourage énormément ces personnes-là à encourager eux-mêmes leurs collègues, leurs employés à s'impliquer socialement puis à s'engager parce que juste... Tu sais, si je pense à mon employeur actuellement, juste le fait d'être présidente pendant 1 an, ça m'amène tellement un recul stratégique après ça quand j'arrive dans mon emploi pour des dossiers que j'ai à mener, des projets. Tu sais, des fois, ça faisait 2 mois que j'étais dans mes fonctions à la Jeune Chambre. J'arrive sur une rencontre de projet à mon travail et tout de suite, je commence à poser des questions que même moi, dans ma tête, c'est vraiment moi qui est en train de poser ça? Comment... Puis c'est juste à force de tout le temps, à la Jeune Chambre, de voir prendre du recul, de voir prendre l'avis de toutes les parties prenantes, voir c'est quoi la vision long terme. Tout ça, c'est des réflexes, finalement, qu'après 2 mois, j'étais en train d'intégrer dans mon travail. Puis ça, c'est juste un exemple des bénéfices qu'un employeur ou qu'un entrepreneur peut ressentir, justement, de soit s'engager ou d'inciter ses équipes à s'engager. C'est fou, le développement. Tu sais, on parle de développement professionnel, puis c'est du développement personnel incroyable. C'est le fun d'avoir, justement, ça m'a amené une question, puis tu l'as comme un peu répondu, mais le fait de voir la perception de ton employeur par rapport à que tu t'impliques aussi, parce que là, aujourd'hui, j'imagine qu'habituellement, c'est une journée de travail. Oui, j'ai pris congé. Exact, puis la façon que c'est perçu aussi niveau employeur, est-ce que vous sentez que c'est quand même bien perçu par la majorité des employeurs ou il y a encore du chemin à faire là-dessus? Par la majorité, je peux pas m'avancer. Mon employeur à moi m'encourage, je me sens énormément soutenue. Je me compte vraiment chanceuse pour ça. Puis dès le début, dès que je suis retournée à l'emploi, justement, je suis arrivée puis j'ai dit
je m'implique à la Jeune Chambre, je vise la vice-présidence et la présidence. Fait que j'ai jamais caché ça. Ils savaient aussi, je pense, un peu le moineau qui était en train d'engager. fait que il y a ça, mais je pense que est-ce qu'il y a une ouverture générale? De plus en plus, probablement, parce que la jeune communauté d'affaires, ou du moins les jeunes professionnels, mettent énormément d'importance sur les valeurs de leur employeur. Donc, une transparence, une implication, des valeurs cohérentes avec les nôtres. Fait que de plus en plus, c'est ce que les jeunes professionnels souhaitent dans leur emploi. Fait que je pense que oui, les employeurs sont en train d'encourager de plus en plus ça, mais je pense que ça peut se faire encore plus. Je pense du côté de Montréal, la HCCM existe, je vais arrondir, mais bientôt 100 ans. Puis, je pense que les générations ou les personnes qui se sont impliquées autant bénévolement qu'à la HCCM, à l'équipe permanente, peu importe, on dirait que chaque personne qui s'est impliquée à la HCCM apporte quelque chose à son organisation, a vraiment... Cette personne-là aussi, elle profite un peu de... En fait, elle a un aura autour d'elle. Je pense que c'est reconnu que les gens qui ont qui se sont impliqués à la Jeune Chambre de commerce de Montréal ont quelque chose de spécial. Et sur le marché, ça commence pas, ça l'est déjà, c'est reconnu. Quand quelqu'un se dit « je me suis impliqué à la HCCM », ça allume énormément d'antennes auprès des employeurs. Fait que, clairement, je pense qu'il y a plus qu'une ouverture. Après ça serait de voir comment les employeurs pourraient soutenir la Jeune Chambre de commerce de Montréal, justement, pour mailler avec plus de jeunes professionnels, soutenir la mission et ainsi de suite. Je pense que notre travail, nous, il va être plus de ce côté-là. Mais il y a vraiment une reconnaissance des compétences des jeunes qui ont gravi, évolué à travers de la Jeune Chambre. Puis ça, j'avoue que je l'entends fréquemment. Puis à chaque fois, ça me fait chaud au cœur, mais des fois, je me dis, mais j'ai rien fait. Je suis juste la présidente du CA, mais je sais qu'il y a énormément de gens avant moi qui se sont impliqués, qui ont justement joué des rôles similaires, comme je dis, bénévoles, et ainsi de suite. Puis clairement, eux aussi ont contribué à ça. Fait que je pense que c'est une très grande fierté là, à la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Merci les filles d'avoir partagé avec nous aujourd'hui. Merci C'était tellement. vraiment super pertinent. Je sais que tu avais une petite feuille. Est-ce qu'il y a des choses que Non. comme que genre Non, je voulais j'ai pas juste oublier posées, certains je me points. disais, il y avait tellement de choses quand on s'est parlé, on était comme on veut parler de ça, on veut parler de ça, mais là on a-tu pas mal tout couvert ce qu'on Moi, voulait j'ai un aborder fun aujourd'hui. fact qu'on pourrait partager. Vas-y. Qui pourrait clore Un mot de la fin, là? Oui, les deux, on joue au soccer. On s'est parlé de ça dernièrement. Puis, tu sais, je pense aussi que quand on parle de santé mentale, je pense que la santé physique a quand même un rôle. Puis, on pourrait clairement en parler dans un autre contexte, mais personnellement, là, le sport m'a énormément apporté pour canaliser mon énergie à faire tellement de choses. Puis, j'encouragerais tellement tout le monde en faire. Tu sais, bref. À mais pas c'est mettre drôle ça parce de côté. Mais oui, Ah c'est oui. vrai, c'était un point Mais commun qu'on était comme, comment c'est ça? tellement difficile des fois quand tu commences à progresser dans ta carrière. On dirait que c'est le genre de choses que c'est la première fois dans ton horaire, tu te dis j'ai pas le temps, mais c'est tellement essentiel pour la santé mentale. Tu sais, on parlait de ça un peu plus tôt. Je pense que c'est essentiel. Puis comme femme, tu sais, de se retrouver dans des équipes sportives, c'est fou ce que ça peut amener. L'esprit d'équipe, la structure, la discipline. Moi, sincèrement, c'est un des aspects qui m'a le plus forgé dans ma vie. C'est mes équipes de soccer, clairement. Puis c'est drôle parce que justement, le sport, je pense il prend encore une grande place dans ma vie aussi. Puis les gens me demandent souvent what's next après ta présidence parce que ça se termine au mois de juillet. Et plein d'affaires, sincèrement, mais personnellement, pour être capable de me dire, crime, maintenant, à quel but je me raccroche, je me suis inscrite à un demi-marathon. J'ai jamais fait ça de ma vie. Fait qu'au moins, je me dis, ben j'ai cet objectif-là maintenant. On a un club de course à la JCCM si tu venais te pratiquer. Oh, ça fait loin pour venir courir, mais j'en prends bonne note. C'est bon. Merci les filles, Merci, c'était Maude, pour un vrai. beau mot de la fin. Merci à toi, Maude, pour l'invitation puis le podcast.